Nous sommes le 3 décembre 1930 à Paris, au Studio 28. Une poignée de militants d'extrême droite envahit la salle, jette de l'encre sur l'écran laser des œuvres exposées dans le hall, et 10 jeunes gens sont arrêtés. Mais la mèche n'a pas été allumée ici. Elle a été allumée à Hyères, dans une villa moderniste de 1800 mètres, un labyrinthe d'environ 50 pièces, pensé comme un manifeste d'élite. Ce film, L'Âge d'or, a coûté plus d'1 million de francs à produire, payé par un couple d'aristocrates, Charles et Marie-Laure de Noailles. Alors, s'agit-il d'un simple caprice d'old money ou d'une bombe culturelle déposée au cœur de la France? Ce n'est pas une maison de vacances, c'est un laboratoire où l'on fabrique le scandale. Et si la vraie question était qui paie, au final, quand les puissants achètent la liberté artistique, s'agit-il d'art ou d'une provocation calculée? Ce n'est pas la modernité qui choque. C'est l'aristocratie qui la finance, n'est-ce pas? Et vous, jusqu'où une fortune peut-elle aller avant que la société ne réclame sa punition? Si cette enquête vous intrigue, likez la vidéo. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire, selon vous, Villa Noailles est-elle un sanctuaire ou une cage dorée qui a fini par exploser? Pour comprendre ce qui se joue à Villa Noailles, il faut d'abord regarder la France qui change la modernité arrive. Mais la morale publique tient encore la porte. Nous sommes à l'aube des années 1920, une période de convalescence pour une Europe encore traumatisée par la Grande Guerre. C'est le temps des années folles où une frénésie de vie tente de masquer les cicatrices des tranchées. Dans les salons parisiens, l'aristocratie traditionnelle, ce monde d'hier, décrit par Stefan Zweig, s'accroche désespérément à ses rites, à ses châteaux humides et à ses conventions rigides. Pour eux, le nom et le rang sont des remparts contre le chaos du monde moderne. Mais sur la côte d'Azur, loin de la grisaille du Nord, une brèche est en train de s'ouvrir. C'est ici, sur les hauteurs de Hyères, que le paradoxe prend forme. La Villa Noailles n'est pas simplement une résidence secondaire. Elle est l'incarnation d'une rupture violente. C'est l'un des tout premiers symboles du modernisme et du style international sur le sol français. Imaginez le choc visuel pour l'époque, au milieu des collines provençales habituées à la pierre dorée, et au toit de tuiles surgit soudain une géométrie blanche, cubique, froide et épurée. Ce n'est pas seulement une question d'architecture, c'est une question d'idéologie. Le plus grand mystère, et c'est là que notre enquête psychologique commence, réside dans l'identité de ceux qui signent l'échec. Nous sommes face à une contradiction fascinante, particulièrement pour ceux qui connaissent les codes de la haute société. C'est la vieille noblesse, l'élite la plus conservatrice par essence qui finance ici l'arme qui servira à attaquer la morale bourgeoise et religieuse. Entrent alors en scène nos protagonistes Charles et Marie-Laure de Noailles. Charles vicomte de Noailles porte sur ses épaules le poids d'une des plus illustres familles de France. Marie-Laure, née Bischofsheim, est l'héritière d'une immense fortune bancaire et d'une tradition de mécénat artistique raffinée. Mais ils ne se contentent pas d'être riches. Ils incarnent un type de mécénat très particulier, presque d'investigation. Ils ne cherchent pas à accumuler des objets pour décorer des murs. Ils utilisent leur argent pour définir l'esthétique même de leur époque. Ils veulent être à l'avant-garde là où l'air est rare et où le risque est réel. La Villa Noailles, qui expose encore aujourd'hui les traces de cette vie de mécène, est la preuve tangible de cette ambition dévorante. Regardons les chiffres, car ils sont les témoins silencieux de cette démesure. Ce que le couple fait construire n'est pas un nid familial intime. C'est une structure colossale. La villa couvre une surface totale de près de 1800 mètres carrés. C'est un paquebot échoué sur la colline. À l'intérieur, l'organisation de l'espace trahit une obsession pour la fonctionnalité et la vie communautaire, presque comme un hôtel de luxe ou un sanatorium pour esprits brillants. La villa compte une quinzaine de chambres principales. Mais attention aux détails, ces chambres ne sont pas des suites royales baroques. Elles mesurent environ 15 mètres carrés chacune.
Cette standardisation est révolutionnaire pour l'époque. Elle reflète une volonté de mécaniser, le confort d'appliquer les principes de l'hygiène moderne et de l'efficacité industrielle à la vie de château. Chaque invité a son espace, sa salle de bain, son intimité fonctionnelle. C'est une machine à vivre conçue pour héberger non pas des parents, mais un résa. Cependant, en bâtissant ce temple à la modernité, les Noailles ne font pas que déplacer des pierres. Ils déplacent les lignes rouges de la société. Ils créent un espace où les règles ordinaires ne s'appliquent pas, un lieu hors sol où l'on peut tout oser. Mais l'audace a un prix. Ici, l'ennemi n'a pas d'uniforme, c'est la morale publique prête à frapper quand l'élite dépasse la limite. Ce gardien invisible observe, juge et attend son heure. Car on ne défie pas impunément des siècles de tradition sans provoquer une réaction immunitaire du corps social. Et lorsque le couple Noailles a voulu une maison du futur, ils ont choisi un architecte capable de transformer le béton en manifeste. Mais ce manifeste, qui allait-il heurter? Pour répondre à cela, il faut d'abord comprendre où nous sommes. Le choix du lieu n'est jamais innocent, surtout chez ceux qui ont les moyens de s'installer n'importe où. En 1923, Charles et Marie-Laure de Noailles ne cherchent pas l'agitation mondaine de la Côte d'Azur traditionnelle. Ils ne veulent pas des palaces surchargés de Nice ou de Cannes. Ils cherchent autre chose, une terre vierge pour une vie nouvelle. Ils jettent leur dévolu sur hier, et plus précisément sur le site le plus symbolique, le plus dominant, les ruines de l'ancien château médiéval Saint-Bernard. C'est un choix d'une arrogance magnifique. Imaginez la scène sur la crête de la colline, les vestiges de pierre du Moyen-Âge, témoins de l'histoire féodale, et juste à côté, le couple décide d'ériger ce qui sera le château des temps modernes. Ils ne détruisent pas le passé, ils se posent à côté, voire au-dessus pour marquer la transition. Ils s'installent sur les hauteurs de hier, dans une position qui surplombe la ville et la mer offrant un panorama de seigneur. Pour concrétiser cette vision, ils ne font pas appel aux architectes à la mode qui reproduisent les styles néoclassiques rassurants. Ils se tournent vers Robert Mallet Stevens. C'est un pari risqué. Mallet Stevens est un jeune architecte moderniste influencé par le Bauhaus et l'école viennoise, un homme qui croit que l'ornement est un crime et que la ligne droite est la plus courte distance vers la beauté. La commande de Charles de Noailles est restée célèbre par sa rigueur presque clinique. « Je ne veux sacrifier rien à l'art », dit-il. Il exige du soleil, de l'air, de la lumière. Il veut une maison infiniment pratique et simple. Mais ce qui devait être au départ une petite maison intéressante à habiter va rapidement échapper à tout contrôle pour devenir un monstre de béton. Le projet initial mute, s'étend, se complexifie. Ce qui sort de terre à partir de 1923 n'est plus une maison, c'est une citadelle blanche. Regardez la structure telle qu'elle se déploie. L'architecture de Mallet Stevens épouse la pente, jouant avec les niveaux, les terrasses et les volumes géométriques. Vue d'en bas, la villa ressemble à un immense paquebot, un liner transatlantique, ancré sur la colline, prêt à fendre les flots de la médiocrité ambiante. C'est une métaphore puissante, les Noailles, et leurs invités sont les passagers de première classe d'un voyage vers le futur, observant le reste du monde depuis leur pont supérieur. Les chiffres donnent le vertige et confirment que nous ne sommes plus dans le domaine de l'habitat privé, mais dans celui de l'institution. La surface au sol atteint au fil des agrandissements près de 1800 mètres carrés. C'est gigantesque. C'est un dédale de couloirs d'escalier et de passages qui dessert quelque chose comme 50 pièces. 50 pièces pour un couple et une poignée d'amis choisis. Cette échelle n'est pas nécessaire, elle est performative. Elle sert à dire « nous avons l'espace, nous avons les ressources et nous avons l'audace de remplir ce vide ». Chaque mètre carré de béton armé coulé sur cette colline est une rupture avec le bon goût bourgeois de l'époque qui privilégie les moulures, les dorures et les espaces feutrés. Ici, tout est blanc, tout est angle, tout est lumière crue. C'est une architecture qui ne cache rien, une architecture de la transparence totale.
Ou du moins, c'est ce qu'elle prétend être. Car en s'isolant ainsi sur leur promontoire, en construisant cette forteresse de la modernité qui regarde la ville de haut, les Noailles s'exposent. Ils deviennent visibles, trop visibles. Ils ont créé un écrin sublime, certes, mais en se plaçant physiquement et esthétiquement au-dessus de la mêlée, ils ont aussi attiré l'attention. Une villa de cette taille, avec cette allure, ne peut pas rester discrète. Elle interroge, elle dérange, elle fascine autant qu'elle irrite les gardiens de la tradition qui voient dans ces murs blancs une insulte à l'histoire locale. Plus la villa s'élève, plus le regard des autres devient lourd. Mais un doute persiste, construisent-ils un manifeste moderne pour y vivre, ou pour défier le vieux monde? Pour le comprendre, il faut observer comment cette bête de béton a grandi. Car la Villa Noailles n'a pas été posée là en un jour comme un décor de théâtre figé. Non, sa construction révèle une psychologie bien plus complexe, celle d'une obsession qui ne connaît pas le mot « fin ». Dès 1923, le chantier s'ouvre, mais contrairement aux chantiers classiques qui ont une date de livraison, celui-ci semble être conçu pour durer éternellement. La villa est un organisme vivant. Elle respire, elle mute, elle s'étend. À peine le noyau central est-il achevé que Charles et Marie-Laure en demandent déjà plus. Ils ne construisent pas pour se loger, ils construisent pour occuper le terrain, pour marquer le paysage de leur empreinte indélébile. Regardons la chronologie de cette expansion vorace. En 1925, une première annexe sort de terre. En 1926, une autre suit. Ce ne sont pas de simples rajouts, ce sont des tentacules. Mallet Steven doit imaginer des solutions techniques pour relier ces nouveaux organes au corps principal des passerelles, suspendues des escaliers couverts des couloirs qui définent la gravité. L'architecture devient labyrinthique. Vue du ciel, la villa ressemble de moins en moins à une demeure aristocratique et de plus en plus à une usine ou peut-être à une station orbitale avant l'heure. Imaginez la scène, sur cette colline aride, le contraste violent entre la main-d'œuvre locale des maçons du Var, habitués à la pierre sèche, et aux méthodes ancestrales et les exigences futuristes de l'architecte parisien. Il faut couler du béton armé, lisser des façades pour qu'elles soient blanches comme de la craie, installer des vitrages immenses. C'est un choc des cultures en temps réel. Les ouvriers ne bâtissent pas seulement des murs. Ils matérialisent les caprices d'un couple qui veut plier la matière à sa volonté. Cette frénésie de travaux envoie un message clair et puissant à la société. Nous ne suivons pas vos règles, nous créons les nôtres. Chaque extension est une nouvelle déclaration d'indépendance. Pourquoi ajouter 4 chambres ici? Pourquoi un atelier là? Parce qu'ils le peuvent. Parce que leur vision du monde nécessite toujours plus d'espace pour s'exprimer. C'est une démonstration de force financière et esthétique. Ils transforment la colline de Hyères en un domaine privé où la seule loi en vigueur est celle de leur propre désir. La villa n'est plus un objet statique. Elle devient le reflet de l'ambition des Noailles, toujours en mouvement, toujours en quête de la prochaine rupture. Mais cette croissance incontrôlée a un effet secondaire inquiétant. Plus le bâtiment prend de l'ampleur, plus il semble écrasant. Il ne se contente plus d'être moderne. Il devient dominant. Et dans cette domination, l'observateur extérieur commence à percevoir une menace. Ce n'est plus juste de l'excentricité, c'est de la puissance brute. La villa grandit, et avec elle la peur du scandale grandit aussi. Car on ne bâtit pas une telle forteresse sans avoir l'intention d'y abriter quelque chose de dangereux. Les murs sont prêts, le béton est sec, les volumes sont purifiés par la lumière du midi. Le décor est planté pour le deuxième acte. Et quand le chantier n'était même pas encore refroidi, un accessoire d'un autre genre a été déposé ici, les artistes que la société craignait le plus. Mais avant que ces esprits rebelles ne remplissent les lieux, il faut pénétrer à l'intérieur de cette machine. Si l'extérieur est une forteresse, l'intérieur est un laboratoire. C'est ici que la rupture avec le monde d'hier
devient la plus flagrante, la plus intime et peut-être la plus déstabilisante. Oubliez les grands escaliers d'honneur en marbre, les tapisseries lourdes et les enfilades de salons sombres où l'on chuchote. À la Villa Noailles, l'intérieur est une déclaration de guerre à la poussière à l'ombre et à l'inutile. Charles et Marie-Laure de Noailles ne cherchent pas le luxe ostentatoire. Ils cherchent quelque chose de bien plus radical, l'hygiène, le sport, la santé. Ils veulent habiter une maison qui purifie le corps et l'esprit. Commençons par ce qui surprend le plus le visiteur habitué au château Les Chambres. La villa compte 15 chambres principales. Dans un château classique, la chambre du maître est un appartement immense. Ici, c'est une cellule de moine, de luxe. Chaque chambre mesure environ 15 mètres carrés, pas plus. Pourquoi une telle rigueur? Parce que pour les Noailles, la chambre est spékid, pour dormir, pas pour paraître. C'est une approche monacale, presque scientifique du repos. Mais cette simplicité apparente cache un confort technologique inouï pour les années 1920. Chaque chambre, sans exception, possède sa propre salle de bain et son accès à une terrasse ou un balcon. À une époque où même les grands hôtels parisiens ont encore des toilettes sur le palier, c'est une révolution. C'est la standardisation du privilège. On y trouve des lavabos pivotants, des meubles encastrés en métal et en verre conçus pour être nettoyés facilement. Tout est lisse, tout est fonctionnel. C'est une maison qui se veut propre au sens moral comme au sens physique. Au cœur de ce dispositif, une pièce cristallise cette étrange atmosphère, le salon rose. D'une superficie d'environ 50 mètres carrés, cette pièce est un tour de force architectural. Elle n'a pas de fenêtre latérale donnant sur le paysage. La lumière vient d'en haut d'un puits de lumière zénithale skylight qui inonde l'espace d'une clarté diffuse, presque irréelle. Une fois à l'intérieur, vous êtes coupé du monde extérieur hors du temps, comme dans une capsule. C'est un lieu de conversation, d'abstraction, où rien ne vient distraire l'esprit. Les murs sont nus, l'espace est pur. C'est ici que l'on refait le monde loin des regards indiscrets. Mais le véritable culte célébré ici n'est pas religieux, il est physique. La villa abrite une piscine couverte, l'une des toutes premières privées en France. Avec ses baies vitrées triangulaires et son toit de verre, elle ressemble à une cathédrale moderne dédiée au dieu soleil et à l'eau. Ajoutez à cela une salle de gymnastique équipée un cours de squash. La Villa Noailles est une machine à sculpter les corps modernes bronzés musclés libérés des corsets victoriens. Pour habiller ces volumes, les Noailles ne vont pas chez les antiquaires. Ils commandent du sur-mesure aux plus grands créateurs de l'avant-garde, Francis Jourdain, Pierre Charot, Eileen Gray, et des œuvres de Brancusi ou Giacometti. Ils transforment leur maison en une œuvre d'art totale. Même les horloges sont reliées à un système central électrique garantissant que l'heure est exactement la même dans toute la maison. Une obsession du contrôle, de la synchronisation, de la maîtrise absolue sur l'environnement. C'est fascinant, certes. Mais pour la société conservatrice qui observe de loin cette obsession de la page blanche, ce refus du décorum traditionnel, de ce culte du corps nu au soleil et de la machine à habiter. Tout cela ressemble étrangement à une dérive. Pourquoi? Ont-ils besoin de tant de douches, de tant de sports, de tant de murs vides? Qu'essaient-ils de nettoyer? Cette architecture de la transparence et de l'hygiène finit par devenir suspecte. Elle est trop parfaite, trop froide, trop différente. Elle ne respecte pas les codes de la respectabilité bourgeoise. Elle invente une nouvelle morale, celle de l'efficacité et du plaisir rationnel. Et c'est là que le piège se referme. Là où l'élite cherche le confort, la société lit parfois une provocation. Car si l'on peut tout contrôler dans une maison, la lumière, la température, l'heure, on ne peut pas contrôler les idées qui y naissent. Et c'est précisément dans ce cadre aseptisé conçu pour la santé et la raison que va germer le germe le plus virulent de l'époque. Mais alors c'est justement une simple chambre d'amis, perdue dans ce dédale de 15 mètres carrés,
qui est devenu le lieu de naissance du scénario qui allait bientôt faire exploser Paris. Cette chambre d'amis n'est pas restée vide longtemps. Bientôt, la Villa Noailles cesse d'être une simple curiosité architecturale pour devenir l'épicentre d'un séisme culturel. Elle devient le point de ralliement de tout ce que l'Europe compte d'esprits libres, de génies torturés et de provocateurs. Picasso, Giacometti, Cocteau, Man Ray, ils ne font pas que passer. Ils habitent les lieux, ils transforment les murs blancs en toile de fond pour leurs expérimentations. Man Ray y tourne les mystères du château d'Udé, utilisant l'architecture comme un acteur principal, jouant avec les ombres des escaliers et les reflets de la piscine. La vie ici est une performance perpétuelle. Les Noailles orchestrent ce ballet avec une maîtrise singulière. Ils organisent des bals costumés légendaires, des mots fête matière, où les invités doivent s'habiller en papier, en toile cirée ou en feuilles d'arbre. Ce ne sont pas de simples divertissements mondains. Pour l'aristocratie qui s'encanaille avec les artistes, c'est une façon de jouer avec les codes, de se réinventer. On rit, on boit, on se déguise, on flirte avec les limites de la décence. C'est une bulle d'oxygène pur, loin de l'air vicié des salons parisiens. Mais parmi tous ces invités, 2 hommes vont profiter de cette hospitalité pour préparer quelque chose de bien plus radical. Louise Buñuel et Salvador Dali. C'est ici, dans le silence ouaté de hier, nourri par l'argent et la protection des Noailles, que Buñuel s'installe pour écrire. Il ne rédige pas une comédie romantique. Il écrit le scénario de l'âge d'or. La villa devient au sens propre le lieu du crime prémédité. Pendant que les autres nagent dans la piscine ou jouent au squash, Buñuel couche sur le papier les scènes qui feront bientôt hurler la France entière, des évêques squelettiques sur des rochers, des vaches dans des lits, le Christ sortant d'une orgie. Les Noailles voient-ils le danger? Sans doute, mais ils sont grisés par leur rôle de catalyseur. Ils pensent que leur rang les protège, que l'art justifie tout, que la villa est un sanctuaire inviolable. Ils ne réalisent pas que chaque ligne écrite dans cette chambre, chaque scène imaginée sous ce soleil, est une munition qu'ils fournissent à leurs propres ennemis. La vie à la villa est une fête étrange, un mélange de sophistication extrême et de sauvagerie intellectuelle. Mais dehors, le vent tourne. Les rumeurs commencent à descendre de la colline. On parle d'orgies, de blasphèmes, de dépenses inconsidérées. L'opinion publique, ce monstre dormant, commence à ouvrir un œil. Chaque fête ajoute du parfum et rapproche l'instant où la morale publique sortira l'antiseptique. Car l'illusion de sécurité offerte par les murs de béton est fragile. L'argent peut construire des forteresses, mais il ne peut pas arrêter les idées une fois qu'elles sont lâchées dans la nature. Le scénario est fini. Le film va être tourné. La bombe est armée. Quand la liberté absolue est payée par l'argent de l'aristocratie, la société va-t-elle répondre par le silence ou par la violence? On pense souvent que la tragédie, c'est la mort, l'accident brutal ou la ruine financière. Mais pour une famille comme les Noailles, la tragédie a un visage beaucoup plus subtil et terrifiant, l'humiliation sociale. Pour l'aristocratie, le déshonneur est une forme de mort civile et c'est précisément ce spectre qui commence à hanter les couloirs immaculés de la villa. Alors que le film L'Âge d'or s'apprête à sortir, l'atmosphère sur la colline change. La légèreté des bals costumés s'évapore. Ce n'est plus seulement de l'art, c'est une trahison de classe. Charles de Noailles, le vicomte héritier d'une lignée qui a servi les rois de France, se retrouve soudainement traité comme un paria par son propre milieu. Le premier coup ne vient pas des critiques de cinéma, mais de ses pairs. Le Jockey Club, ce cercle ultra sélect, qui est le saint des saints de l'aristocratie française, menace de l'exclure. Pour un homme de son rang en 1930, être rayé des listes du Jockey Club, c'est comme être effacé de la carte sociale. C'est une sentence d'invisibilité. Les amis d'hier détournent le regard. Les invitations se font rares.
Le téléphone, symbole de modernité, devient l'instrument du silence. Mais la fissure la plus douloureuse s'ouvre au sein même de la famille. La mère de Charles, la princesse de Poix, incarne cette morale rigide que le film attaque. Elle ne voit pas dans l'œuvre de Buñuel un chef-d'œuvre du surréalisme. Elle y voit une souillure sur le blason familial. On raconte que la pression maternelle devient insoutenable. Elle exige que son fils retire le film qu'il renie, ce qu'il a financé. Imaginez le dilemme de Charles, choisir entre sa liberté intellectuelle, celle qu'il a payée 1 million de francs, et le respect de sa mère gardienne du temple ancestral. Le couple qui se voulait à la pointe du progrès découvre avec amertume que l'argent peut acheter des murs en béton et des toiles de maître, mais il ne peut pas acheter l'immunité contre le jugement moral. Ils pensaient être au-dessus de la mêlée protégés par leur fortune. Ils réalisent qu'ils sont au contraire les cibles idéales. Une angoisse sourde s'installe. Ce n'est pas la peur de la faillite bancaire, c'est la peur de l'excommunication, au sens propre comme au sens figuré. Car le film ne se contente pas de choquer les bourgeois, il attaque l'Église. Et pour une famille de tradition catholique, la menace d'une sanction religieuse est une épée de Damoclès terrifiante. Charles devra même, selon certaines sources, entreprendre des démarches désespérées auprès du Vatican pour éviter le pire. Le rêve de la maison de santé et de lumière se transforme en une cage dorée où l'on étouffe sous le poids de la culpabilité. La question éthique devient inévitable, brutale. Le mécénat vous donne-t-il le droit de tout permettre ou vous charge-t-il d'une responsabilité supérieure? En voulant être des héros de la culture, ils sont devenus les coupables désignés d'une société qui cherche des boucs émissaires. La censure ne frappe pas toujours une œuvre, elle frappe un nom. Ils croyaient avoir le contrôle. Ils vont bientôt découvrir que le véritable juge ne siège pas dans leur salon rose, mais dans la rue. Et le vrai coup n'a pas été porté dans la villa, mais à Paris, où le film a été transformé en cible. Pour comprendre la violence de la déflagration, il faut d'abord peser la poudre. L'Âge d'or n'est pas un petit film amateur bricolé dans un garage. C'est une superproduction de l'avant-garde. Les archives révèlent que Charles et Marie-Laure de Noailles ont investi plus d'1 million de francs dans ce projet. C'est une somme astronomique pour 1930. Avec cet argent, ils ont offert à Louise Buñuel ce que tout artiste désire, mais que personne n'obtient jamais, une liberté totale, sans aucune supervision, sans aucune limite. Le film sort d'abord timidement, projeté devant un public trié sur le volet. Le 28 novembre 1930, la première a lieu au Studio 28, une salle mythique de Montmartre. Au début, ce n'est que un murmure. Les intellectuels applaudissent, les curieux s'interrogent. On pense que cela restera une conversation de salon, une bizarrerie pour l'élite. Mais l'orage éclate 6 jours plus tard. Nous sommes le 3 décembre 1930. La salle du Studio 28 est pleine. Sur l'écran, les images surréalistes défilent des évêques, en décomposition, des monstrances profanées, une critique acide de l'armée et de la patrie. Soudain, le faisceau du projecteur est coupé par des cris. Ce n'est pas une simple désapprobation, c'est une attaque paramilitaire. Des militants d'extrême droite, membres de la Ligue des Patriotes et de la Ligue anti-juive, se lèvent. Ils ne sont pas là pour débattre. Ils lancent des bombes puantes. Ils hurlent « Mort aux Juifs », visant directement les origines de Marie-Laure de Noailles. La panique s'empare de la salle. La violence monte d'un cran, les assaillants sortent des bouteilles d'encre violette et les jettent directement sur l'écran comme pour aveugler l'œuvre, pour la noyer sous une tache indélébile. Ils ne s'arrêtent pas là. Dans le hall du cinéma, une exposition surréaliste accompagne le film. Les militants sortent des couteaux et des rasoirs. Ils se ruent sur les tableaux accrochés au mur. Des œuvres inestimables de Salvador Dali, de Max Ernst, de Joan Miró et de Man Ray sont lacérées, poignardées, détruites. La police intervient finalement. 10 personnes sont arrêtées. Mais le mal est fait. Le Studio 28 est un champ de ruines.
Ce qui se joue ce soir-là dépasse largement le cadre du cinéma. C'est une expédition punitive contre une classe sociale qui a trahi son rang. Pour l'extrême droite et les conservateurs catholiques, le crime des Noailles est impardonnable. Ils ont utilisé l'argent de la banque et le nom de l'aristocratie pour financer les ennemis de l'ordre moral. C'est perçu comme une haute trahison. L'alliance entre le vicomte de Noailles et les anarchistes du surréalisme est une monstruosité qu'il faut abattre. La réaction de l'État ne se fait pas attendre, mais elle ne frappe pas les vandales. Elle frappe les mécènes. Le préfet de police, Jean Chiappe, menace de fermer le cinéma si le film n'est pas retiré. Quelques jours plus tard, la commission de censure interdit officiellement l'âge d'or pour provocation à l'ordre public. Les bobines sont saisies. Le film est banni. Il ne sera plus visible publiquement en France pendant 50 ans. Le million de francs est parti en fumée. Mais plus grave encore, le cordon sanitaire est tiré autour des Noailles. Ils deviennent des pestiférés. La presse de droite se déchaîne les traitant de dégénérés qui financent la pornographie et le blasphème. Le couple se retrouve seul au milieu des décombres de leur ambition. Ils voulaient changer le monde par l'art. Le monde leur a répondu par la force brute. Ce soir-là, la morale publique ne discute plus, elle attaque. Elle a brisé les vitres, déchiré les toiles et souillé l'écran. Elle a envoyé un message clair, l'argent peut tout acheter, sauf le droit d'insulter les valeurs de la majorité. La Villa Noailles, là-bas à Hyères, semble soudain bien silencieuse. Les fêtes sont finies. Le laboratoire a explosé. Mais après l'interdiction et le scandale Villa Noailles, a-t-elle disparu ou a-t-elle changé de forme pour survivre? Après le tumulte de Paris, le silence retombe sur la colline de Hyères. Mais ce n'est plus le silence apaisant des débuts, c'est un silence lourd chargé de reproches. Le scandale de l'âge d'or a agi comme un acide puissant. Il n'a pas détruit les murs de béton, mais il a rongé l'âme de la maison. Les Noailles ne sont pas ruinés financièrement. Leur fortune est trop solide pour cela. Ils sont ruinés symboliquement. Le cordon sanitaire social fonctionne à merveille. Les invitations se font plus rares, les regards se détournent. La Villa Noailles, qui était le phare de la modernité, devient une sorte de forteresse assiégée par l'invisibilité. On ne vient plus à Hyères pour voir le futur. On évite Hyères pour ne pas être éclaboussé par le passé. C'est le début d'une longue période de déclassement. La villa cesse d'être ce laboratoire bouillonnant où l'on réinvente le monde. Elle devient une coquille. Les grands artistes continuent de passer, certes, Cocteau d'Alibérard, restent fidèles, mais l'énergie a changé. On ne cherche plus à provoquer le monde extérieur. On cherche à s'en protéger. Le rêve d'une communion entre l'aristocratie et la révolution artistique s'est brisé net. Charles et Marie-Laure comprennent que leur tentative de mécénat radical a échoué à changer les mentalités. Ils se replient. L'histoire, elle aussi, devient cruelle. La Seconde Guerre mondiale arrive et avec elle, l'occupation italienne puis allemande. La villa conçue pour la lumière et la santé est réquisitionnée. Elle devient un hôpital puis un poste de commandement. Les soldats marchent avec leurs bottes cloutées sur les sols conçus pour des pieds nus et libres. Le mobilier moderniste est déplacé, abîmé, parfois brûlé. C'est la profanation ultime de l'idéal hygiéniste des années 20. La machine à habiter est grippée par la réalité brutale de la guerre. Après la guerre, Marie-Laure continue d'habiter les lieux, entourée de ses souvenirs et de quelques fidèles. Elle devient cette figure excentrique, un peu triste, régnant sur un royaume de béton qui se fissure doucement. La modernité a vieilli, le crépi blanc se tache. Les jardins cubistes, autrefois taillés au millimètre, perdent de leur rigueur. La villa entre dans une phase de somnolence comme un décor de théâtre dont la pièce a été jouée il y a trop longtemps. Ce déclin lent est peut-être plus douloureux que le scandale brutal. Il montre que la société a gagné par l'usure.
Elle a transformé un symbole de liberté en une curiosité locale, une folie de riches excentriques. Le dossier Noailles est classé. On oublie la violence de 1930, on oublie l'ambition politique de l'architecture pour ne retenir que l'étrangeté du lieu. C'est une forme de censure par l'oubli. Le couple finit par s'éloigner, chacun vivant sa vie hantée par cet échec grandiose. La maison, elle reste là accrochée à sa colline, témoin muet d'une époque où l'on croyait que l'art pouvait tout changer. Mais la leçon est amère. Les murs peuvent être transparents, la société, elle reste opaque et fermée à ce qui la dérange. Quand la société ferme les portes, même 800 becquerels deviennent étroits. L'espace physique ne compense pas l'exil social. La villa se vide de son sens premier. Elle attend. Elle attend que le temps passe, que les mémoires le s'apaisent, ou que quelqu'un vienne enfin la réveiller. Et puis, des décennies plus tard, l'oubli se dissipe. La villa renaît. Mais ne croyez pas que l'histoire est finie. Car le vieil ennemi n'a pas disparu. Et puis, plusieurs décennies plus tard, l'adversaire invisible revient non plus pour interdire un film, mais pour poser une question qui gère, qui paye et qui est responsable de l'héritage. Avant d'arriver à ce nouveau tremblement de terre, il faut raconter la résurrection. Car la Villa Noailles n'est pas morte dans les ronces. Après la mort de Marie-Laure, en 1970, la maison entame une lente métamorphose. En 1973, la ville de Hyères rachète le domaine. C'est le début d'un long chemin de croix pour sauver le béton qui s'effrite. L'État intervient, classe le monument. Ce qui était autrefois une verrue moderniste devient officiellement un trésor national. Aujourd'hui, si vous montez sur la colline, vous ne verrez plus les fantômes tristes de l'après-guerre. Vous verrez une ruche bourdonnante. La villa est devenue un centre d'art d'intérêt national. Elle accueille chaque année le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires, un événement qui attire le Gotha mondial de Karl Lagerfeld à Chanel. Les terrasses où les Noailles prenaient le soleil sont désormais foulées par des jeunes créateurs, des mannequins et des journalistes du monde entier. C'est une victoire éclatante, n'est-ce pas? On pourrait croire que l'histoire se termine ici sur un happy end culturel. Le lieu qui a failli être détruit par la haine conservatrice est devenu le temple de la créativité officielle. Les 15 chambres monacales accueillent désormais des artistes en résidence. Le scandale est devenu chic. L'audace est devenue institutionnelle. Charles et Marie-Laure ont gagné leur vision, a survécu à leurs détracteurs. Mais l'histoire a un sens de l'ironie cruelle. Elle n'aime pas les fins trop lisses. Alors que la Villa Noailles célèbre son centenaire, une nouvelle tempête se forme non pas venue du Vatican ou de l'extrême droite, mais des bureaux feutrés de l'administration. En 2024 et 2025, la presse révèle une crise de gouvernance majeure. Ce n'est plus le contenu artistique qui choque, c'est la gestion de l'institution. Les mots ont changé, mais la violence de la mise en accusation rappelle étrangement 1930. On ne parle plus de blasphème, on parle d'audit d'inspection de l'IGAC. Inspection générale des affaires culturelles, de souffrance au travail et de gestion financière opaque. Des partenaires financiers historiques suspendent leur soutien. Le directeur emblématique qui a porté la renaissance du lieu se retrouve dans la tourmente, tout comme Charles de Noailles l'avait été en son temps. C'est fascinant de voir comment le fil rouge de notre enquête réapparaît sous un nouveau masque. L'ennemi invisible est toujours là, c'est la morale publique. Hier, elle jugeait l'art sur des critères religieux et sexuels. Aujourd'hui, elle juge l'institution sur des critères éthiques, managériaux et financiers. Dans les années 30, la société disait « Vous ne pouvez pas utiliser votre argent pour pervertir les âmes ». En 2025, elle dit « Vous ne pouvez pas utiliser l'argent public ou le prestige sans rendre des comptes sur la manière dont vous traitez les humains ».
Le fond du problème reste le même, l'élite culturelle, qu'elle soit aristocratique ou institutionnelle, pense souvent que la fin l'art justifie les moyens. Et la société finit toujours par rappeler que non. La villa se retrouve à nouveau au cœur d'une polémique qui la dépasse. Elle est redevenue un tribunal. Les visiteurs qui déambulent aujourd'hui dans les jardins cubistes ne voient peut-être que la beauté des fleurs et la blancheur des murs. Mais derrière les coulisses, les dossiers s'empilent, les réputations vacillent. C'est le paradoxe ultime de ce lieu. Il a été conçu pour la clarté, la transparence, la lumière absolue. Et pourtant, à chaque grande étape de son histoire, il se retrouve plongé dans l'ombre du soupçon. D'abord soupçonné d'immoralité sexuelle et politique, maintenant soupçonné de dysfonctionnement administratif. La Villa Noailles n'est jamais juste une maison. Elle est un miroir grossissant de nos exigences collectives. Elle nous force à regarder ce que nous tolérons et ce que nous condamnons au nom de la culture. Le bâtiment a survécu aux bombes puantes de 1930. Survivra-t-il au rapport d'audit de 2025 sans doute? Le béton est solide, mais l'innocence, elle s'est définitivement perdue. Alors, face à ce cycle éternel de grandeur et de décadence, une dernière interrogation surgit. Et donc, au final, le patrimoine appartient-il à son propriétaire ou à la mémoire collective de nous tous? Au terme de cette enquête, une évidence s'impose. La Villa Noailles n'est pas qu'un assemblage audacieux de béton armé et de verre posé sur la côte d'Azur. C'est un champ de bataille. C'est le lieu où pendant un siècle, deux forces inconciliables se sont affrontées, le désir absolu de liberté de l'élite et le besoin impérieux de contrôle de la société. Charles et Marie-Laure de Noailles ont cru avec une naïveté touchante que leur fortune les plaçait au-dessus des lois de la gravité sociale. Ils ont pensé qu'ils pouvaient bâtir une utopie hygiéniste, financer le chaos surréaliste et continuer à dîner en ville comme si de rien n'était. Ils se sont trompés. L'histoire de cette maison nous enseigne une leçon brutale mais nécessaire. L'argent peut acheter le génie, il peut acheter l'espace et la lumière, mais il ne peut pas acheter le silence de la morale publique. Ce que nous voyons aujourd'hui, en visitant ce chef-d'œuvre, ce ne sont pas seulement des lignes épurées et des jardins suspendus. Ce sont les cicatrices d'une ambition. Chaque pièce du salon rose à la piscine résonne encore des rires des fêtes costumées, mais aussi du fracas des bombes puantes du Studio 28. La villa est un monument à la fragilité des rêves modernes. Elle nous rappelle que l'avant-garde n'est pas un dîner de gala. C'est un sport de combat où l'on prend des coups. Le fil rouge que nous avons suivi, cette tension permanente entre la création et la censure, n'a jamais été coupé. Il a simplement changé de couleur. En 1930, on voulait brûler la villa parce qu'elle abritait des blasphèmes religieux. Aujourd'hui, on la scrute pour ses failles administratives. L'époque change, les tabous se déplacent, mais la méfiance envers ceux qui possèdent la culture reste intacte. Alors, face à ce cube blanc qui a traversé les tempêtes du XXe siècle, pour arriver jusqu'à nous, il ne faut pas seulement admirer l'architecture. Il faut se poser les questions qui dérangent, celles que Charles et Marie-Laure n'avaient peut-être pas anticipées. Patrimoine, privilège ou responsabilité? Est-ce qu'une œuvre d'art nous choque parce qu'elle est violente ou parce qu'elle révèle notre propre peur du changement? Et finalement, avons-nous pardonné aux Noailles leur arrogance ou les célébrons-nous aujourd'hui simplement parce qu'ils sont devenus inoffensifs? La Villa Noailles reste en définitive un paradoxe vivant. C'est un lieu construit pour l'hygiène qui a fini par produire le sale scandale. C'est une maison privée devenue publique. C'est un échec social devenu une victoire historique. C'est peut-être cela la définition d'un véritable chef-d'œuvre, une structure capable d'absorber toutes les contradictions de son temps sans s'effondrer. Si vous voulez que nous continuions à faire parler ces pierres et à exhumer les secrets de l'aristocratie française, likez cette vidéo,
Abonnez-vous et racontez-nous en commentaire, à votre avis, Villa Noailles est-elle un monument d'art ou le procès permanent d'une élite? Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes. Merci et à bientôt pour une nouvelle descente dans la mémoire.